La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. C'est votre réaction à l'adversité qu'il faut vivre et non seulement les problèmes à résoudre qui détermine comment l'histoire doit changer pour que ça se joue. Il y a deux possibilités d'être réduit par ça. La vie est belle. La vie est belle, l'aventure continue. L'aventure continue. Bienvenue dans Histoire Kintsugi. Je suis Thibaut et je vous invite à un voyage extraordinaire là où les brisures deviennent des forces. Tout commence pour moi en 2003. J'ai 12 ans et mon père décède devant moi. Mais aujourd'hui, j'ai des phrases comme l'aventure continue ou la vie est belle tatouées sur le corps. Parce que c'est ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Et un mercredi sur deux, je vous propose de partir à la rencontre de toutes ces personnes qui ont dû faire face aux difficultés de la vie. Elles acceptent de nous partager leur vécu pour donner un message d'espoir et inspirer ceux qui en ont besoin. En fait, ici, on parle de la vraie vie. Juste un petit rappel avant de passer à la discussion. Les récits qu'on partage ici peuvent toucher des cordes sensibles. Si jamais ça devient un petit peu trop lourd, faites une pause et parlez-en autour de vous si besoin. Si vous aimez ces discussions, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles et à les partager autour de vous pour qu'ensemble, on donne inspiration et courage au plus grand nombre. Comment peut-on vouloir mettre fin à sa vie alors qu'on a coché toutes les cases de la vie parfaite ? Dans ce nouvel épisode d'Histoire Kintsugi, Christelle nous raconte comment on peut publier des vidéos montrant une vie parfaite sur les réseaux sociaux alors qu'on a envie d'arrêter de vivre. Elle a pourtant coché toutes les cases du succès, comme on l'imagine. Elle a un mari, des enfants, une jolie maison et une situation professionnelle confortable. Mais ne court-elle pas après une histoire qui n'est pas la sienne ? Dans cette discussion, nous allons parler de la quête du bonheur, de la difficulté de se montrer sous son vrai visage et des conséquences que ces choses peuvent avoir sur notre vie. Nous allons également parler de courage, de prise de conscience et d'envie de créer sa propre histoire avec les règles que nous définissons. Bonne écoute. Salut Christelle. Salut Thibaut. Merci beaucoup d'être présente. Alors d'habitude je dis merci de m'accueillir chez toi, mon invité. Sauf que là on est à Lyon, on s'est retrouvé à Lyon, t'habites à Nancy, moi à Bordeaux. Et on enregistre à Lyon. Je crois qu'on avait vraiment envie d'arriver à enregistrer. Merci du coup pour le trajet. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer cette discussion ? Oui, alors je m'appelle Christelle, je viens tout juste d'avoir 40 ans hier et je suis diplômée depuis une semaine en psychologie. Je suis maman de 3 enfants. Je travaille de manière générale sur le Grand Est en santé au travail. J'ai un cabinet avec une associée depuis 7 ans maintenant et puis 15 ans dans le domaine. Et j'adore le sport et on est à Lyon effectivement près du stade des Loups parce que j'aime aussi le rugby, je pratique le rugby à 5. Ok, super. Et on va aller visiter tout à l'heure le camp d'entraînement Exactement. des Loups. Tu sais, dans Histoire Kintsugi, à chaque fois, je demande à mes invités de réfléchir à un objet qui va être l'illustration de la discussion. Moi, je vois l'objet puisqu'il est juste devant, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi ? Alors, ça a été long pour trouver, parce qu'à la base, je ne suis pas très matérialiste, donc l'objet, c'était un petit peu compliqué. Et c'est en discutant justement sur l'histoire qui va nous intéresser, sur une partie de ma vie, que j'ai repensé à cet objet et qu'il était symbolique de le prendre aujourd'hui. Donc, je l'ai emprunté à ma fille. C'est un journal de l'Est républicain, donc c'est le journal local en Lorraine. Et dessus, j'y suis avec mon ex-mari et mes 3 enfants en couverture du journal sur un moment, parce qu'on avait un compte TikTok pendant le confinement qui a fait pas mal de vues et on nous avait demandé si on voulait participer justement à un article de journal et on a fait la première page. Ok. Comment t'en es arrivé à choisir cet objet ? Parce que tu me l'as raconté, mais je trouve l'histoire intéressante. Alors, comme je disais, donc, c'était compliqué à trouver et je me suis dit, mais quel est un lien, enfin quelque chose un peu de matériel sans lettres, qu'est-ce qui est important ? J'ai cherché longtemps, j'ai même demandé à mon ex-mari s'il y avait un objet qui me représenterait, ce serait lequel, et il n'avait pas plus d'idées. Et ma fille, quelques temps avant, avait ramené ce journal dans sa chambre. Donc, étant séparés, les objets naviguent d'une maison à l'autre. Et il y avait celui-ci, et je me suis dit, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les souvenirs, c'est les moments partagés et c'est les photos. Je prends beaucoup de photos. Je me suis dit, je vais pas ramener mon téléphone avec mon compte Instagram, avec tout ça.
Et en fait, elle a croisé tout ça, cet article de journal, c'est ça, c'est des photos d'un instant, de moments TikTok, de moments partagés. Et puis, cet article qui a eu un impact, j'allais dire, sur ce que représentait un peu ma vie. Hein. J'avais un peu une vie parfaite aux yeux des autres. Et en tous les cas, c'est ce que je voulais montrer. Parce qu'en publiant sur TikTok, sur Instagram... je ne montrais pas des moments de doute, de pleurs. On montre des jolies choses. Et cet article, c'est ça. On lit dedans, à une période où moi, je ne me sens pas bien dans ma vie, on lit dedans que je suis une femme épanouie, épouse comblée, maman heureuse. Voilà, une vie parfaite dans certains articles. Ce qui n'était pas le cas, au fond, au moment-là. Quoi. Ok. Tu as un peu teasé le reste de notre discussion. Je vais te le laisser en parler, puisque tu nous as parlé de vie parfaite, en tout cas ce que tu voulais montrer, alors que c'est pas forcément ce que tu vivais. Je te laisse nous parler un petit peu de ton histoire. Alors, sur mon histoire, je vais commencer au départ, par mon enfance. Je crois que j'étais dans une famille, voilà, j'ai une grande sœur de 10 ans de plus, une famille, je dirais... ressemble à une normalité. Un papa, une maman, une grande sœur, et moi 10 ans après. Et je crois que je ne me suis pas beaucoup posé de questions, comme le sentiment que ma vie, elle était tracée pendant longtemps. Toute petite, voilà, ma sœur avait fait par exemple plusieurs bêtises, et je dis souvent dans une fratrie, voilà, on prend la place qui nous reste, donc j'ai plutôt le rôle de la petite fille sage, voire petite fille modèle. Et dans les habits et dans la façon d'être, voilà, j'avais pas ce côté rébellion par exemple. Et puis en grandissant, voilà, ma sœur avait demandé à changer du lycée de secteur. Mes parents avaient dû faire une dérogation à l'époque, et j'avais toujours entendu plus jamais, pas de dérogation, alors qu'elle avait réussi, eu son bac, elle est professeure des écoles, enfin très bien, mais moi, je pense dès le CEP, je devais savoir calculer normalement. On m'avait dit, tu feras un bac S à point K. Donc pour ceux qui connaissent Nancy, c'était le lycée où il fallait aller, public, mais le lycée central de Nancy. Okay. Et donc, que je sois contente ou pas, je savais que je ferais un bac S à point K. Ce que j'ai fait. Okay. Donc, histoire tracée, études en santé au travail. Donc à la base, je voulais... petite école, passer le concours pour être kiné. Et puis l'année-là, avec les réformes, on en vit encore aujourd'hui, mais la première année de kiné passe en première année de médecine. Et donc je me retrouve dans 3 amphis de 500, on est à 1500. Donc plus du tout la même chose. Et puis à l'époque-là, je suis prise en sage-femme. Et je me sens pas du tout de faire ce cursus. J'ai un entretien avec la directrice qui me demande à 19 ans si je me sens... capable d'accoucher d'un bébé mort. Okay. Je pense que c'était une mise à l'épreuve à un moment-là, en tous les cas raté pour moi. Ouais. Moi, je voyais les naissances, quelque chose de beau, et là, j'ai dit non, pas du tout. Grand stress. C'est un peu violent comme question. Voilà, je pense que ça faisait partie. Alors, voilà, t'as eu ton concours, t'es bien. Tu te dis, t'as vraiment galéré pour l'avoir. Ouais. Et elle était fortement désagréable déjà. Et puis voilà, je pense qu'il y avait cette dureté. Et moi, j'avais différents choix. Je validais ma première année, mais pas dans le numerus clausus de kiné. Et je me dis, voilà, je peux faire ça. Tu as accès au moment-là. C'est comme si tu validais ta première année d'études de droit, une autre année de sciences. Et puis, à cette question, je dis non, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Je me sens pas du tout. Et manque de maturité, puis peur, tout simplement, jeune. Et là, je vais prendre ergonomie, santé au travail à la fac de médecine de Nancy, mais qui était une filière là-dessus. À cette époque-là, je rencontre Mathieu. Enfin, je rencontre pas, je me mets avec Mathieu parce qu'on se connaissait depuis le collège. Donc, on se met ensemble et je trouve en lui... tout de suite, dans mon idée, je savais que ce serait le père de mes enfants. Okay. C'était une évidence pour moi sur des valeurs, sur sa façon d'être. Je suis encore jeune et quand on se met ensemble, c'est vraiment l'évidence. Et tu sais si c'était réciproque, cette évidence ? Alors,
Alors lui a eu un coup de cœur depuis le collège. Okay. Donc voilà, une attente un peu plus longue, je dirais, pour lui. Mais je pense... je ne sais pas si c'était la même réciprocité dès le départ, parce que moi, je voyais le papa de mes enfants, et lui, voilà, c'est moi qui lui plaisais. Enfin, je pense que c'était le fait d'être en couple avec moi qui était important pour lui. Et je pense pas, je sais pas si c'était la même chose, mais enfin voilà, on se voyait ensemble. Ouais, je pense qu'il avait attendu longtemps, donc c'était plutôt... ouais, je sais pas comment il se projetait sur la chose, mais en tous les cas, moi, l'ayant connu, voilà, avant, il avait fait aussi S à Poincaré. Okay. Donc, on se retrouve à un moment donné d'un ami voilà, commun, enfin son meilleur ami qui était en médecine avec moi, puis on se retrouve un peu tous les deux aux soirées, puis... Et puis dans un voyage pour aller voir un autre ami, voilà, il y a des sentiments qui naissent et je me dis oui, c'est lui et de manière assez limpide, sans se poser trop de questions en fait. Il faisait pareil des études comme moi. Lui, il était dans des études d'ingénieur, mais voilà, au même niveau, au même âge, de la même ville que moi au départ. On a toujours pris le bus ensemble, voilà, le collège ensemble. Donc on est ensemble. Et notre dernière année d'études, moi je suis sur Dijon pour ma dernière année d'études. Avant on était tous les deux sur Nancy et lui fait son stage à Valence. Et à la fin de cette année, on sait qu'on va trouver un emploi avec tous les deux notre master en poche. Et on sait qu'on veut vivre ensemble. Jusque-là, on ne vivait pas ensemble. Okay. Et on se dit, dans cette dernière année, l'année prochaine, voilà, on va partir vivre ensemble. D'ailleurs, même moi, sur le choix des études, cette dernière année, je ne choisis pas ergonomie, je choisis qualité, environnement, sécurité industrielle, en me disant, je vais être mariée s'il lui bouge aujourd'hui. Il n'y a pas encore l'égalité homme-femme. Ouais. Et sur les salaires et sur le reste, il faut quand même que je puisse trouver un boulot rapidement n'importe où, et je le suivrai. Et donc, à la fin du master, pendant l'année de master, je lui propose... qu'on se marie à la fin de l'année. Ça lui dit avant de partir de Nancy, en se disant voilà, on va créer notre cocon familial après. Et donc c'est voilà, est-ce qu'on fait ça? Donc partant, oui, un peu en mode tu organises la chose, mais okay. Mais cool, je te suis, on y va. Et donc notre mariage d'ailleurs c'est un peu la réunion de tout ça parce qu'on est à la fois avec les anciens étudiants qu'on a connus, lui commence son boulot juste avant, donc il y a ses nouveaux collègues, moi je suis en alternance, j'ai des collègues de là, il y a nos familles, à l'époque les amis de nos parents, je pense que à la fin on embrasse je sais pas combien de personnes qui nous félicitent qu'on ne connaît pas, voilà ce style de mariage où on est très heureux mais voilà on connaît pas un tiers je pense des invités et puis on part faire notre vie en Alsace. On accueillera notre premier enfant, Noé, 1 an après. Et puis voilà, on a tous les deux des postes à responsabilité qui correspondent au choix qu'on s'imaginait de vie. En fait, voilà, on a eu notre bac scientifique, on a un bac +5, on vient de se marier, on fait le premier enfant, on fait tout dans l'ordre prévu, je dirais, dans les normes. Voilà, on coche les cases dans l'ordre en plus. Ouais. Et puis, on souhaite une famille nombreuse. Et pour l'arrivée de notre deuxième, on se dit, on est quand même un petit peu loin de nos parents en Alsace. Alors, pas très loin, Lorraine et l'Alsace, mais... assez loin pour pas prévenir tout de suite, ce qui nous est déjà arrivé pour le premier, du style demain matin j'ai une réunion à Paris, ah toi aussi, il nous reste Noé, qu'est-ce qu'on fait? Donc on se dit voilà, on en veut plus, mine de rien avec l'arrivée du premier, on se rend compte qu'on fait beaucoup d'allers-retours sur les week-ends pour voir nos familles, nos amis, nos copains, et étant tous les deux du même endroit, voilà, les allers-retours sont nombreux, et donc on décide de retourner sur Nancy. Je prends un poste au moment-là de consultante en santé au travail et donc je reviens sur mon métier de l'ergonomie. Et au même moment qu'on m'offre le poste, d'ailleurs, j'apprends la grossesse pour Mia, notre deuxième. Donc 2 ans et demi après Noé, Mathieu revient sur Nancy.
Du coup, tu dis Mathieu revient, c'est que tu es partie avant lui ? Ouais, je suis partie quelques mois avant parce que lui, en fait, va faire une rupture conventionnelle. D'accord. D'ailleurs, c'est même impressionnant parce qu'on dit qu'on coche les cases. Quand il va pour faire la rupture, il est dans une société qui est très bien en Alsace. Je ne veux pas dire le nom, mais la société qu'on ne quitte pas, en fait. Okay. Et donc, les gens nous disent, mais non, on ne quitte pas cette entreprise. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez un bon poste tous les deux. C'est pas possible. Et moi, je reviens enceinte, prendre un boulot de consultante et bouger sur toute la France. Et là, on me renvoie, tu vas faire quoi maintenant que tu sais que tu es enceinte ? Ouais. En fait, je vais faire ce que j'ai envie comme travail. Et même là, au niveau familial, c'est compliqué. On venait d'acheter un appartement. Enfin, je sais qu'à la fois de mon côté et du sien, c'est compliqué. On a des réflexions sur le fait, non, vous pouvez pas faire ça, vous allez pas vendre, relouer un appartement. Là, on commence doucement à pas être dans les cases. Heureusement, on rebondit vite. On a des boulots stables. Et comment tu le vis, ce qu'on te renvoie à ce moment-là ? Alors, je dirais agacé dans le sens où il y a une infantilisation qui revient. Et à nouveau, et pour lui et pour moi, de manière naturelle, on nous dit non, c'est pas bien, là. C'est pas la ligne qui est tracée pour vous. Maintenant, vous êtes mariés, vous avez vos enfants, vous êtes établis, continuez dans cette trace-là. Et à la fois, on le vit mal dans le sens... maintenant, on sait ce qu'on fait. Et c'est pas une décision prise au hasard, c'est-à-dire qu'elle est mûrement réfléchie, cette décision. En plus, on le vit mal parce qu'on se dit, on revient près de tout le monde et en fait, vous n'êtes pas content de nous voir. Ouais. Comment ça se passe ? Ouais. Donc, tout content, mais... en fait, une peur parentale que je peux comprendre, un manque de stabilité, mais c'est ce qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui et les nouvelles générations sont encore plus là-dedans. Mais une crainte qui est entendue de, on a un métier, on reste dans son entreprise toute une vie, et ainsi de suite, ce qu'on retrouve beaucoup moins, mais ce qui était le cas de la génération de nos parents. Et avec ce côté où on a envie de prouver quand même qu'on va s'en sortir, donc on a envie quand même rapidement de retrouver cette stabilité et de recocher les cases. Ouais, ok. On ne s'en rend pas compte au moment-là, forcément, mais on a envie aussi, nous, d'être rassurés, de se dire on a assuré. Et donc, rapidement après, donc on a des entreprises où nos boulots fonctionnent bien tous les deux. Il est encore dans cette entreprise aujourd'hui, donc 12 ans après, il y a cette stabilité. On va acheter une maison sur Nancy avec nos deux premiers. Et puis, en 2017, je suis enceinte de notre petit troisième qui s'appelle Oscar. Là, on avait vraiment envie, on s'était dit 3 ou 4, mais là, on sent que notre famille, elle est comblée. On a nos 3 enfants, on a notre premier, notre petit dernier, notre fille unique au milieu. Chacun trouve sa place dans ce beau tableau. Et dans cette période, moi, sur mon entreprise, ça va moins bien. On était une agence sur Nancy. Quand j'annonce ma grossesse, on est 7 dans l'agence. Et quand je pars en congé de mat, je suis toute seule. Tout le monde est parti entre-temps. Okay. Donc, je profite de mon bébé. Je me dis, je verrai ce que je fais en rentrant. Et pendant cette période de grossesse, j'ai une de mes collègues qui me dit moi, je coupe une année, j'en ai besoin. Mais à la rentrée, je monte mon entreprise. J'ai mon beau-frère, Florent, qui me dit également moi, j'aimerais peut-être bien créer une entreprise avec toi. Et en fait, là où j'étais pas forcément dans l'entrepreneuriat, on va créer cette entreprise à 3 à la rentrée 2017. Ok. T'avais des entrepreneurs autour de toi à ce moment-là ? Non, justement, Florent, c'était, je dirais, mon beau-frère le premier. Mais non, il n'y a pas de monde entrepreneurial. Et déjà là, c'est déjà une autre voie. Et là encore, j'ai déjà le retour de ma première fille. On a notre petite numéro 2. Je change, je reviens à Nancy, je quitte mon emploi, je deviens consultante. Et là, numéro 3, et je monte une entreprise. Donc, en termes de risque. Mais j'ai le retour, j'ai encore les inquiétudes qui sont verbalisées de notre entourage. Mais à nouveau, je vis plus ça comme un challenge. Et plutôt positif, même si, après coup, ça a rajouté beaucoup de choses.
je pense que j'ai une petite dépression postpartum quand même à l'arrivée d'Oscar, mais que j'écoute pas. Ok. J'écoute pas parce que l'arrivée d'un troisième enfant, pour revenir aux normes sociales qu'on suit en fait jusque-là, l'arrivée d'un troisième enfant, une des questions qu'on nous pose le plus, c'est est-ce qu'il était voulu ? Ah ouais ? Avant de nous dire félicitations. Et... Ce que tu n'entendais pas sur les 2 premiers. Mais jamais. Et en fait, C'est fou, ça. et ce qui est dingue, c'est que sur les normes sociales, selon comment tu t'habilles, si je vais à la poste en jogging le samedi matin avec mes 2 premiers, là je suis vraiment catégorisée cassos. Mais je me rappelle, j'avais fait le rendez-vous à la maternité, j'étais avec les 2 petits, pas en forme, le gros biberon et tout, et on m'avait dit dites-moi les pères des enfants. Et j'avais l'air d'être surprise. Non, c'est le même. J'ai fait les 3 avec le même papa. Wow. Et si j'y vais plutôt habillée en petite robe, avec la chaîne autour du cou, là, tout de suite, on a des références catholiques. Mais c'est une évidence, en fait, aux yeux, dans le quartier où on est. C'est on est sûr de se retrouver à la messe le dimanche, mais non, on n'y va pas. Ok. Et donc il y a ce regard en fait, et on rentre tout de suite dans des cases. Donc l'une, l'autre, la famille nombreuse, comment vous allez faire. Alors, et pour nous, à nouveau, c'était une évidence. Nos 3 enfants étaient vraiment voulus, choisis. Enfin, même, on a la chance de les avoir eus au moment où on les voulait. C'est une grande chance de pouvoir mettre au monde des enfants, quand on a envie et comme tu souhaites. Et en fait, c'est pas ça qui est renvoyé. À chaque fois, tu as quand même un regard et un jugement. Dans tous les cas, tu es dans des cases. Ouais. Donc, à nouveau, pour bien remplir ça, faut que l'entreprise, elle marche, il faut que tout fonctionne. Quand tu as 3 enfants, et plus encore, tu fais encore plus attention à ce qu'ils soient bien habillés, parce que, en plus, si tu les as voulus, c'est un choix, quoi. Donc, il faut qu'ils soient encore plus polis, encore mieux habillés. Je dirais 1 enfant ou 3 enfants. Tant que tu n'en as pas 2, tu as une pression sociale. Ouais. Donc, il faut que tu assures là-dessus. Et c'est vrai, je rebondis sur ce que tu viens de dire. J'ai souvent entendu, alors j'ai pas entendu ou rarement le 3, est-ce que le 3e était voulu. Par contre, des gens qui en avaient un, dire est-ce que vous en prévoyez un 2e ? Ah, mais c'est vrai que là, ça me... Ah, mais je pense que... Ça m'alerte. Je pense qu'on fait un sondage. Je pense que les statistiques seraient énormes sur... même pas est-ce que vous en voulez, c'est quand c'est le 2e. Quand est-ce que vous le mettez en route. Et en fait, tu es obligé de te justifier. Je pense que vraiment, différemment de 2 enfants, sur 1, 3, 4 et plus, il y a une justification. En fait, les gens rentrent dans ton intimité, là où tu les as pas invités, et là où tu ne demanderais pas aux autres, en fait. Oui, bien sûr. Et c'est tout de suite, oui. Et puis avec les remarques, je pense que ceux qui ont un enfant, vous n'allez pas le laisser tout seul quand même. C'est quand même égoïste, Et 3, pareil, c'est, vous les assumez, vous en voulez 3, vous en occupez, quoi. Donc, il y a eu ce regard. Mais c'est vrai, la question, est-ce qu'il était voulu ? C'est pas... t'es dans une période heureuse de ta vie, tu te sens justifié. Et même, dans ma famille plus élargie, ma maman me racontait qu'effectivement, quand elle l'annonce, Christelle attend un nouveau bébé, elle l'a eu aussi. Et quand je disais, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont demandé si c'était voulu. Ah, d'accord, ok. Ça me paraît tellement violent de dire ça, mais bon. On y revient, c'est les cases dans lesquelles on met les gens. Exactement. Je pense qu'on met facilement tout le monde dans des cases, mais il y a une logique derrière, en fait, c'est-à-dire que moi, je l'ai vu dans mon parcours de psychologue, on parle souvent de neutralité bienveillante. Et la bienveillance, oui, mais je dis souvent la neutralité, on ne l'a pas vraiment. Quand on croise quelqu'un dans la rue, on a une idée sur lui. Je suppose que toi, quand tu as fait tes tatouages, il y a un regard dessus aussi, et tu te dis, est-ce que je les cache pour certains rendez-vous, Et en fait, on a tout de suite une idée de la personne, selon comment elle est habillée, selon ce qu'elle fait. On n'est pas neutre. Après, c'est là que la bienveillance fait foi et est importante au moment-là. Et là, tu te rends compte, sur des choses comme ça, tu l'as pas, et comme s'ils avaient le droit, en fait. Il y a un droit des gens, tu as l'impression que... Non, mais c'est ça, tu vois, moi, tu prends l'exemple de mes tatouages, effectivement, je me suis posé la question,
Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis tatoué au-dessus de la montre. Si je veux les cacher, je les cache et il n'y a pas de souci. Et je le fais, ça m'arrive. Dernier exemple en date, je rencontre mes beaux-parents, je suis en chemise pour donner cette bonne image parce que je sais que ça joue. Mais aujourd'hui, j'ai rarement la question c'est quoi la signification de tes tatouages ? C'est un peu la question numéro 1 quand tu as des tatouages, mais je l'ai finalement assez rarement. Je pense que les gens n'ont pas forcément envie d'aller dans cette intimité. Je trouve ça dingue que pour un 3e enfant, les gens se permettent de dire mais est-ce qu'il était voulu ? Parce que si oui, la question est violente, et sinon, je la trouve encore plus violente. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne justification, je trouve, à cette question. C'est dingue, ouais. Et c'est là que je dis, c'est là que je trouve qu'il n'y a pas la bienveillance qui est derrière. Ouais. Mais ils se permettent... mais je pense que avec la femme, sur ce côté-là, on entend souvent sur les femmes enceintes où les gens mettent la main sur le ventre. Personne dans la rue, tu croises quelqu'un, si tu me le dis, mais si quelqu'un vient de te mettre la main sur le ventre, Thibaut, comme ça dans la rue, il va se passer quelque chose aussi. Moi, là, j'y vais. Ça m'arrive pas souvent, non ? Et effectivement, pendant la grossesse, et ça arrive encore, je le constate encore, c'est quelque chose qui arrive, et quand on en parle aux femmes enceintes, qui disent, oui, les gens veulent sentir le bébé, mais oui, mais il est dans ton corps, en fait. Et donc, je pense que voilà, il y a comme un accès à l'intimité à travers la grossesse, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là-dessus. En tous les cas, voilà, moi j'ai eu cette question. J'ai eu aussi des mains sur le ventre pendant les grossesses. Et ouais, il y a un accès à l'intimité que tu n'as pas forcément envie au moment-là. Quoi. Ouais. Et donc, on a notre petit 3e, la société qu'on entreprend fonctionne bien. Là-dessus, tout se passe bien. Et puis arrive rapidement le Covid. La Covid, mais que j'appelle plus souvent le Covid, naturellement. Et une période quand même très particulière mondiale. Hein, et tout le monde se souvient de cette période-là, en fait. Qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là, comment ? Et j'en parlais tout à l'heure. Nous, le début du confinement, déjà, je ne suis même pas ici. Je suis chez ma sœur à Toulon, avec les 3 loulous. Et voilà, l'école est déjà arrêtée. Et là, je me dis, bon, déjà, je traverse la France seule. Mais seule à quelque chose que je ne m'étais même pas imaginé parce qu'il n'y a pas d'arrêt autoroutier. Ouais. Donc, on ne peut pas aller boire quelque chose, manger quelque chose. Donc, Toulon-Nancy, c'est long, avec 3 enfants dans une voiture, côté, même si on a un petit peu prévu. On a une perte de tétine au moment-là. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et on se met à dévaliser un peu la voiture avec les 2 grands en mode est-ce que leur petit frère va hurler pendant 10 heures ou pas ? Parce que là, ils ont quel âge à ce moment-là, les à petits ? Ce moment-là, écoute... je dirais Noé, il doit avoir, ça doit faire 10 ans, 7 ans, enfin 6 ans et demi et 2 ans et demi, à peu près. Challenge pour le 2 ans et demi, voilà, c'est à peu près, c'est ça, ou 2 ans, Enfin voilà, on est sur un début, je me demande même s'il n'a pas 2 ans au début du Covid. Et donc, là, on se dit, il faut vraiment tenir. On ne sait pas ce qu'on va voir en arrivant à Nancy. Est-ce qu'on va se faire arrêter ? Est-ce que la police est dehors pour arrêter tout le monde ? C'est vraiment la première semaine. Donc, et on arrive et on est content de rentrer à la maison, de retrouver leur papa et de se dire... et l'une dit, à l'usine, je vais pas spécialement y aller. Le confinement, je reste à la maison. Et il y a un côté très rassurant au moment-là parce qu'il y avait une psychose qui était présente. Hein. Ouais. C'est une époque où on vide nos sachets de course, où on se désinfecte de partout avant de rentrer. Donc de rester tous les 5 à la maison, on est plutôt content au début. Et rapidement, on va lui proposer de gérer la partie Covid sur l'usine. Donc il va partir. Et là, je me rends compte que vivre... avec 3 enfants tout le temps. 3 enfants voulus pourtant, hein, je rappelle. Et je savais qu'à la base, j'étais pas forcément faite pour ça, pour être femme au foyer, et qu'à la fin de mes grossesses, j'étais heureuse de les avoir, heureuse d'aller travailler, heureuse de les retrouver. Ouais. Et là, d'un coup, comme de milliers de parents au moment-là, on se retrouve à faire à manger beaucoup. Beaucoup. Alors oui, on commence à tous se passionner par des vidéos où chacun montre son gâteau à la banane et au chocolat, quoi. Mais c'est très rythmé. Et puis les devoirs des enfants et ainsi de suite. La peur quand Mathieu rentre du virus, de ce qui se passe, d'être coupé des grands-parents, d'être...
Et là, on ritualise un petit peu des moments. Alors, on a la chance, honnêtement, d'avoir une chouette maison, un jardin, une piscine. Voilà, vraiment à nouveau, quand je dis la vie parfaite, je suis dans ce mood-là en me disant, bah voilà, on a tout. Et en plus, on va l'exposer, cette vie parfaite, parce que chacun expose sa vie au moment-là. Et donc, le rendez-vous du soir, c'est des rendez-vous TikTok. On fait des petites vidéos. Comment vous vient l'idée de faire ça ? Eh ben, je crois que la première idée, c'est une vidéo qu'on a vue. Et la première vidéo TikTok que je publie, c'est grâce à ma nièce à Toulon, justement. Juste les 2-3 jours avant le confinement. J'ai la chance, voilà, je m'entends très bien avec ma nièce Julia et on a 20 ans d'écart et donc c'est plutôt chouette comme relation. Et elle me montre des mouvements à faire en même temps, voilà, un rythme, on filme et donc on le fait, on se marre. Et en fait, elle me montre l'outil et j'aime bien découvrir les nouveaux outils. Voilà, je suis sur les réseaux, je suis sur Instagram, Facebook. Donc voilà, TikTok, c'est le nouvel outil. Puis ce côté vidéo, courte, familiale, super sympa. Et puis, on a un peu de temps pour scroller au moment-là. Ouais. Donc, un peu le défi du jour, c'est, voilà, on fait nos devoirs, chacun fait ses occupations, on a des petites activités à côté. Et on se retrouve en se disant, bah voilà, celui-là, on pourrait le faire à 2, à 3, à 4, à 5. Et donc, on va en faire, on va se préparer à en faire, on va répéter des chorégraphies. Voilà, sur la petite vidéo là, de 10 secondes, il y a des heures cool et moins cool. Moi, je trouvais ça cool. Mes enfants en avaient des fois un peu marre et des fois, c'est eux qui demandaient. Le petit, limite, il est jaloux maintenant en disant bah, on refait, nous, des TikTok parce qu'il adore les revoir. Ce que je disais, moi, je suis énormément sur ces souvenirs, vidéos, photos et c'est quelque chose qu'on regarde encore beaucoup aujourd'hui. On n'en fait plus, mais on en regarde beaucoup. Et je continue d'ailleurs, quand j'ai mes enfants, à faire des morceaux de vidéo et quasiment un week-end sur 2 ou sur 3, d'enregistrer, de faire des reels pour nous et de garder ça, en fait, ces petits souvenirs. J'ai toujours fait ces petits montages-là. Et dans cette période de Covid, Mathieu, à un moment donné, va changer de poste et va prendre un poste européen et va revenir à la maison à la fois tout le temps et à la fois avec un rythme décalé par rapport à nous. Un rythme qui, lui, va plutôt lui convenir. En tous les cas, il ne perçoit pas cette période-là comme spécialement compliquée. Moi, j'ai l'impression de ne pas être en super forme, mais je ne m'écoute pas. Okay. Je pense à nouveau, voilà, j'ai ma vie tracée, hein, j'ai tout ce que je voulais, en fait, tout ce que si on m'avait dit, voilà, c'est quelle vie que tu vas avoir, c'était celle-ci, quoi. La maison, la piscine, un chouette mari, 3 enfants, un boulot, chef d'entreprise. Voilà. Donc là, j'en profite même en me disant, bah, c'est le moment de reprendre des études. Je me lance dans des cours du soir sur un parcours de 5 ans en psychologie du travail, entre 15 et 20 heures de cours par semaine. En fait, je ne m'arrête jamais. Et des fois, je me lève à 5 heures du matin, je me dis, je vais faire du sport. Après, si je faisais des crêpes pour le petit-déj de 7 heures. Enfin, je suis dans cette vie-là sans me poser la question. Et je pense que le Covid est un stop à un moment donné. Et je commence à me poser la question, à ne pas me sentir bien, mais à ne pas savoir pourquoi. Ok. Et je vais faire, à la sortie du Covid, donc je le disais au départ, je pratique le rugby à 5. Et ça, c'est l'ambiance festive qu'on va garder et on va se retrouver pendant aussi cette période de confinement, vu qu'on est tous pas loin les uns des autres, à pouvoir en fait se retrouver et à jouer encore un peu au ballon. Et en fait, c'est le lien social qu'on va garder et c'est un lien de vie en fait qu'on garde dans cette période où la mort est ultra présente. Et il y a un lien de vie là-dessus qui est présent et je pense que je vais associer la vie au rugby. Et donc vraiment maintenir ça. Et à la sortie du confinement, on organise une sortie, un week-end avec ceux du rugby, sans conjoint. Et là, l'éclat total. On retrouve tous nos 10 ans, quoi. Voilà, on saute dans l'eau, on rigole, on fait la fête, on est dans un camping, on danse, on fait la chenille. Voilà, c'est ce moment ultra festif juste après. Et je reviens de ce week-end
avec une envie de vivre comme si j'avais pas vécu avant. Ok, à ce point-là. Et là, vraiment le sentiment, je me suis sentie en vie pendant le week-end. Et un coup de blues en rentrant, comme on a un peu en rentrant de vacances. Ouais. Des fois, ça arrive. Ouais, je vois, ouais. Se dire, waouh, qu'est-ce qui arrive là j'étais là-bas, j'ai tout coupé et je reviens. Et tu te prends une claque souvent au moment-là où tu retournes dans le métro, où ils sont tous en train de courir. Et là, tu as mis un instant pause et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Donc, il y a là où ça commence déjà à être compliqué. Et puis, autour de moi, des histoires, beaucoup de secrets, il y a une ambiance lourde autour de moi qui rajoute à ça dans le fait de me sentir mal. J'ai ma voisine d'en face qui va se suicider. Et je le sais pas tout de suite, je vais le découvrir via mon fils parce qu'ils étaient dans la même classe. Et là, ils viennent d'entrer tous les deux au collège, donc ils viennent de changer, mais ça fait des années ils ont fait la primaire ensemble. Et je le découvre quelques mois après. Je me dis, mais je me rends pas compte. Et puis pareil, je pense à un effet miroir. Elle avait 3 enfants, elle gérait. Et voilà, cette course de la vie. Et tu ne te serais pas imaginé qu'elle... voilà, tu t'imagines pas. Ouais. Et tu te dis, bah, c'est pas possible. Et tu vois la réaction des autres qui disent, mais c'est pas possible. Et je commence à me sentir mal chez moi. Dans cette maison du bonheur, je me sens mal. Mais je me sens mal au point de vouloir sortir régulièrement de chez moi. Et là, c'est un peu la descente aux enfers. C'est une descente aux enfers très compliquée parce que j'ai une culpabilité qui est là de ne pas avoir le droit d'être mal. Et on entend souvent, mange ton assiette, il y a la famine, il y a des enfants qui meurent de faim. Oui, il y a pire ailleurs, il y a plus grave. Et je pense qu'on grandit aussi avec ça. Oui, il y a pire dans le monde. Et donc, comment moi, je peux être triste tous les matins ? Comment je peux me sentir malheureuse alors que je coche toutes les cases du bonheur ? Pour moi, il ne manque rien. On est tous en bonne santé. On s'est sortis de cet épisode très mortuaire. Mes enfants vont bien. J'ai un conjoint qui est là, qui est présent. Même si on n'est pas d'accord, on ne se pose pas la question. J'étais pas en conflit. On n'était pas un couple qui était en conflit. Justement, on nous parle souvent de ce couple idéal. Encore maintenant, sur les photos, quand certains, que j'ai pas eu depuis longtemps, j'annonce mon divorce, c'est pas possible. Enfin, pas vous. Vous étiez trop beaux pour ça, en fait. Et effectivement, ceux qui nous ont suivis sur les réseaux, il y a une incompréhension. Oui. On a les photos instagrammables parfaites de Noël, avec la tasse de chocolat chaud. Mais c'est réel, hein, elle existe, cette photo. Quoi. Ouais. Et donc, on a tout qui fonctionne. Et moi, je suis malheureuse. Et j'accepte pas. Pas moi. Et pourtant, je suis dans le domaine. Oui. Donc, je le sais. Sensibilisée à ça. Voilà, vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. Je le dis toutes les semaines. Il y a au moins quelqu'un, une fois par semaine, je dis à quelqu'un, mais vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être malheureux. C'est pas ça le bonheur. Mais moi, non. Ça m'arrive pas à moi. Oui. Et je refuse ça, je refuse cet état. Et plus tu le refuses, en fait, plus ces signaux faibles, tu les oublies et tu les effaces et tu veux pas les écouter. Ce qui fait qu'au moment où tu vas pas bien du tout, tu es déjà super haut. Et au lieu d'être au départ de la dépression, moi, j'arrive à une tentative de suicide. Au moment-là, je souhaite pas mourir, mais j'ai envie que ça s'arrête. J'en peux plus, j'ai perdu beaucoup de poids, j'arrive plus à me lever le matin, j'arrive plus à me laver, je pleure tout le temps. Je montre à mes enfants une maman qui pleure et je culpabilise et je me dis qu'il faut surtout pas qu'ils me voient comme ça, que je suis incapable. Et puis on me renvoie aussi que, indirectement on te le dit pas, mais t'as des phrases comme tu devrais sortir, faut te secouer, enfin voilà, faut aller de l'avant. Oui, mais en fait je peux pas, donc je m'enfonce encore plus. Et plus je suis mal, plus je veux rester dans mon lit et dans le noir et surtout voir personne. Et je suis épuisée. Et je comprends pas, je fais rien.
Je me levais à 5 heures, j'allais courir, j'enchaînais, je m'occupais de mes petits loups, ils rentraient, il y avait à manger, les jeux de société, tout était top et je tenais. Ouais. Je tenais des années, il n'y avait pas un week-end où on n'avait pas quelque chose de prévu avec des amis le samedi midi, le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche midi. Et là, je fais que dormir. Je suis incapable même de prendre soin de moi, donc encore moins de mes enfants. Et je suis triste et j'arrête pas. Mon cerveau n'arrive pas à s'endormir, il tourne en boucle. Et là, je veux m'endormir. Et donc, je vais prendre des cachets pour ça, pour que ça s'arrête et dormir. Je me permets de te couper parce que juste avant qu'on enregistre, tu m'as prononcé une phrase qui est assez forte, je trouve. Tu m'as dit je voulais pas mourir, mais je voulais que ça s'arrête. Tu faisais une vraie différence. Exactement, parce que et on entend sur le suicide l'acte égoïste et la mort. C'était pas effectivement. Je voulais que ça coupe, mais comme un état de coma. Et me réveiller quand ça irait bien, en fait. Laissez-moi hiberner quelques mois, 1 ou 2 ans. Mais là, je n'en peux plus. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus à tenir, en fait. C'est insoutenable. Ouais. Et dans les états, dans des personnes qui ont envie de suicider ou en tout cas qui ont des idées noires. Et moi, ça pouvait être ces idées noires. Alors, pareil, c'était l'envie que ça s'arrête, être en voiture et à un moment donné se dire je vais foncer dans un arbre. Après, chacun a une envie plus ou moins forte. J'allais dire, effectivement, quand il y a l'envie de mourir pure avec des idées plus brutes pour y arriver, qui laisse moins de possibilités, j'allais dire, au destin. Moi, j'ai pris ces médicaments en me disant je veux que ça s'arrête, mais je ne savais pas ce que ça allait donner. Mais je savais que un médicament me faisait dormir, donc en prenant 10, ça devait fonctionner, quoi. Ouais. Donc, cette étape-là, elle est compliquée parce que, encore aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on a parlé avec mes enfants. Suite à ça, je vais être pris en charge de manière suivie sur les médicaments, sur des antidépresseurs que j'avais refusés jusque-là, où on ne me laisse pas trop le choix. Et là, la culpabilité que j'avais, elle est encore plus forte après ça, en me disant mais je pourrais jamais plus grand regarder mes enfants en face et leur dire ce sentiment d'abandon. J'ai voulu mourir, il y a un sentiment j'abandonne mes enfants. Et j'ai des amis autour de moi dont l'un des parents s'est suicidé, j'en ai pas qu'un, et où ils gardent ce sentiment d'abandon. Okay. C'est que je valais pas la peine de vivre, en fait, en tant qu'enfant. Et en fait, ça arrive au moment-là. Et en fait, c'est pas ça. C'est qu'on se sent tellement incapable, qu'on se sent tellement une mauvaise mère, une mauvaise épouse. Je me disais, mais c'est horrible pour eux de m'avoir dans leur vie. Ils peuvent plus subir ça. Je leur apporte que du négatif. Et dans mon chemin, dans ma thérapie, ce qui était important aussi, c'était ces messages. Et je pense que pour ceux qui en sont arrivés là et derrière, qui se posent la question, il y a quand même les messages de se dire mais si là je m'en sors, c'est aussi une belle preuve. Et c'est aussi une preuve pour nos enfants qu'on est capable d'avoir été au plus bas et qu'à un moment donné on peut s'en sortir, on peut rebondir et on peut remonter. Et d'expliquer, et à nouveau, alors si on parle pas de suicide avec mes enfants, le droit à l'erreur, le droit d'être mal, le droit d'être triste, ça c'est quelque chose qui est hyper important. Le droit d'essayer. Et de tout donner et de tenter et voilà, de pas vivre en se disant j'ai pas tenté, j'ai pas essayé par peur, par risque, je peux le faire, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que du fait d'avoir vécu ça, t'es sensibilisé au sujet de il faut essayer, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être mal. C'est pas du tout quelque chose qui me paraît normal à l'école, typiquement. On n'est pas là pour essayer, on est là pour réussir. C'est pour ça qu'on a des notes, en fait. Et si on n'a pas la bonne note, on va pas nous dire bien joué, on va nous dire t'es mauvais.
Exactement. Et je trouve ça vraiment triste parce que à certaines échelles ou si on a le bon environnement, on arrive à avoir ça. Alors que je pense que ça, c'est quelque chose que l'école devrait apprendre. Il faut essayer, et puis oui, parfois ça va fonctionner et c'est super. Parfois ça va pas fonctionner et c'est super aussi, parce qu'au moins on a essayé. Et au moins on se construit avec cette envie d'essayer et de se dire, l'échec, en fait, il est pas si fort que ça, c'est pas très grave. Je trouve ça bien que tu arrives à leur apprendre ça, parce que je trouve qu'on c'est pas quelque chose qui est assez répandu et je trouve que c'est vraiment très très dommage. Oui, et pourtant, tu vois, il y a quand même une transmission, notamment sur notre fille, qui veut toujours la perfection, mais pour elle, et qui s'en rend malade, qui a 19 de moyenne générale en 6e et qui est malade tous les dimanches soirs et qui est malade à la fin. D'ailleurs, sur ses bulletins, elle a une équipe éducative géniale qui lui ont mis qu'elle ose faire des bêtises et qu'ils seront heureux quand elle en fera et qu'elle bossera moins. Et je pense qu'on n'a jamais eu ça. Enfin, moi, j'ai jamais eu ça sur mes bulletins. Pourtant, j'étais bonne élève, mais... moi non plus. Voilà. Qu'elle profite de sa vie d'enfant. Vraiment, elle a que des messages comme ça, qu'elle accepte et qu'elle soit fière d'elle. Enfin, elle a eu des super messages et qui étaient importants parce qu'elle se met cette pression. Et à la fois... parce qu'on va y arriver doucement sur cette histoire de vie et ma séparation d'avec leur papa, et qui va être hyper douloureuse. Et justement, là, on va parler aussi de cet échec. Et à la fois, dans cette séparation, je me retrouve à un moment donné où c'est moi qui vais l'annoncer aux enfants. Et justement, sur ce bonheur, pas bonheur, échec, pas échec, je vais leur dire, mais là, maman, elle n'est pas heureuse. Et je pense que je serais plus heureuse sans papa. Et qu'est-ce que vous préférez, une maman qui n'est pas heureuse mais qu'on reste avec papa ensemble, ou une maman heureuse sans papa? Et les deux garçons vont me répondre pas heureuse avec papa. Et ma fille dit, mais non, en fait, maman, t'as le droit d'être heureuse comme tu le veux, et nous, on s'en sortira. Et c'est toi qui me dis tout le temps qu'on a le droit de tester. Elle me le dit au moment-là. Ouais. Et c'est ultra émouvant qu'elle arrive contextualisée au moment-là, et très culpabilisant que ce soit elle qui doive me rassurer. À nouveau, il y a une inversion des rôles qui est jamais facile. Je pense que tout parent dit qu'on vit dans la culpabilité. Moi, je disais quand j'ai eu mon premier, c'est bon, j'ai accepté, je suis une mauvaise mère, donc ça sert à rien de me critiquer. Je le sais, quoi. Arrêtez de me dire de lui mettre 3 capuches, 18 écharpes pour sortir, que de toute façon il sera malade et de toute façon ce sera de ma faute, que je l'ai allaité, pas allaité, pris 12 biberons, telle marque, et ainsi de suite. C'est bon, j'ai tous les conseils. Je sais, je suis une mauvaise mère, et allons-y. Et au moins, il y a moins ce sentiment d'échec. Tu vois, on parlait des notes à l'école. C'est intéressant parce que ils n'ont pas les mêmes notes, nos enfants. Et je me dis, quand tu as 10, tu peux progresser. Quand tu as 19 de moyenne, tu peux que décevoir, en fait. Mais te décevoir. Et en fait, elle est là-dedans. Alors que nous, voilà, il n'y a pas cette pression. Ouais. Mais elle sait qu'on recherche. Et moi, j'ai repris des études parallèlement. Et oui, je cherchais ça aussi. Ouais. Et c'est dingue de s'y retrouver chacun. On parle du rôle de la case sociale où on est. Mais tes notes, elles te donnent une case. Bien sûr. Tu es dans quel niveau, tu vas faire quelle étude, dans quelle école. Tout ça, ça a des cases tout le temps. Dans le sport, dans quel sport tu fais. Complètement. Si tes enfants font tennis et golf, t'as pas besoin de te dire ton milieu social. C'est marrant parce qu'on connaît tous les deux Jess, et c'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a cette discussion, et on en parlait dans l'épisode avec lui. Lui, il était footballeur. Donc de base, quand il disait « je suis un ancien footballeur professionnel », bon, déjà il y avait le mot « ancien » qui met dans une case. Et en plus, c'est footballeur. C'était pas golfeur ou tennisman. Exactement. Ouais. Exactement. Et on revient sur cette neutralité qui n'est pas là. Si tu dis, j'ai 4 frères et sœurs, on pense quelque chose de toi. Ouais. Je suis fils unique, on pense quelque chose de toi. Ce qu'on vit en tant que parent, on le vit en tant qu'enfant. Et c'est exactement ça. Et voilà, nous, cette partie du divorce, elle est compliquée. Quand on arrive à cette phase-là, cette séparation, elle est douloureuse, elle l'est encore. On a divorcé, on s'est séparés il y a un peu plus d'1 an, on a divorcé fin d'année dernière. Et
Et en fait, on le vit encore effectivement comme un échec. Il y a personne qui va dire je divorce, c'est une réussite, c'est ma plus belle réussite. La plus belle réussite, c'est comment ça se passe après, peut-être. Mais l'annonce du divorce, c'est compliqué. Et là, à nouveau, on a pris un engagement à 2. Il y a souvent une personne qui décide d'arrêter cet engagement, même si peu importe ce qui se passe, je pense qu'unanimement, on va se dire oui, c'est jamais que la faute de l'un, que la faute de l'autre. Quand on le vit, c'est jamais pareil. Et d'ailleurs, voilà, je sais que Mathieu me disait, mais oui, t'as brisé notre famille, on est là-dedans. Je suis la briseuse de cette famille parfaite, en fait. Et avec un sentiment de honte au moment-là. Et une grande souffrance. Je pense que ce qui m'a fait le plus souffrir dans cette séparation, ce qui me fait le plus souffrir aujourd'hui, c'est d'avoir rendu Mathieu malheureux. Ok. Et c'est dingue parce qu'il y a des enfants au milieu et mes enfants, ils sont hyper importants pour moi. Mais je me suis dit, je suis tellement malheureuse que s'ils me voient heureuse, et indépendamment, et je me disais effectivement, et Mathieu sera heureux aussi à un moment donné, et ben c'est ça qu'on va leur transmettre. On va leur transmettre ce bonheur. Et voilà, et à nouveau, comme après la tentative de suicide, leur prouver qu'on peut faire des choses, qu'on peut tester et qu'on peut y arriver et qu'il vaut mieux tester et se donner les moyens d'être heureux de différentes façons et y aller. Par contre, que Mathieu le subisse au moment-là, il y avait ce sentiment et il y a ce sentiment de culpabilité. Et je sais qu'à chaque fois que je pleurais au début, c'est dès qu'on l'évoquait, en me disant, voilà, c'est encore compliqué aujourd'hui, mais ça va mieux. Et je me suis dit, mince, moi j'ai eu ce sentiment on en avait échangé, de subir une vie heureuse. Et c'était vraiment ça. Et lui subissait le fait de cette cassure au moment-là, quoi. Ouais. Et comment toi parce que là tu dis que ça te fait mal, mais comment tu sens cette dichotomie entre toi tu recherches ton bonheur, en tout cas une solution pour aller vers ce bonheur qui de fait va blesser quelqu'un. C'est quoi les questions que tu te poses à ce moment-là parce qu'en plus il y a des enfants. Je te l'avais dit, je crois, dans la préparation, moi je suis enfant de parents divorcés, donc forcément j'ai, comme tu disais, un regard sur le divorce. Et pour le coup, dans le podcast, j'échange avec des gens où il y a eu des divorces aussi, donc je vois un grand panel de choses. Il y a des divorces, on va dire, plutôt heureux, en tout cas qui se passent bien. Il y en a où ça a eu de grosses conséquences aussi. C'est quoi un peu les questions que tu te poses à ce moment-là ? Alors, j'allais dire, c'est un peu comme en médecine, le bénéfice-risque. Tu te poses la question de rester marié. Tu te la poses longtemps. Et dans notre cas, en plus, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans un couple en total conflit. On se crierait dessus tous les jours, même vis-à-vis des enfants. Tu trouves quelque chose de salvateur là-dedans. Nous, c'est même pas le cas. Et Mathieu... Et je pense encore aujourd'hui, et je lui ai dit, je pense que j'étais mariée à mon meilleur ami, mais j'avais pas ce sentiment amoureux, en tous les cas, à la fin. Moi, je pense que je l'ai eu. Aujourd'hui, c'est des questions qui m'a beaucoup posées aussi. Et qui, à force de me les poser, je me les pose. Voilà, il y a souvent aussi cet effet-là, et en me disant, non, c'est pas vrai, c'était pas le cas. Et oui, à un moment donné, est-ce que j'ai épousé cette vie, voilà, qu'on disait tout à l'heure, cette vie parfaite, et est-ce que j'aurais pu rester dans cette vie-là ? Oui, j'aurais pu rester. J'aurais pu, mais je sentais avec cette envie, ce qu'on disait tout à l'heure, de vivre, qui était tellement forte, que c'était le moment. Alors, on appelle ça aussi beaucoup la crise de la quarantaine. Alors maintenant, crise existentielle aussi, parce qu'elle arrive à différents moments. On voit aussi des séparations à 50 ans, à d'autres moments. Moi, c'était un petit peu avant. Mais c'est ce pas de côté, à un moment donné, où je me suis dit, ah non, mais c'est... J'ai vu cette vie, et je me suis dit, mais c'est pas moi, je me sens pas bien dans cette vie-là. Et en fait, je me suis dit, mais quels ont été vraiment mes choix ? Et c'est vraiment ça qui est important. Ok. Et là, c'est dingue parce qu'au fur et à mesure, tu mets tes statuts, pareil, on parle de réseaux sociaux, ils voient bien que tu es séparé, que tu vis plus au même endroit. Et j'ai, sur cette dernière année, je vais dire même sur les 6 derniers mois, beaucoup, beaucoup de retours
d'anciennes personnes de ma vie qui me contactent pour des choses différentes. C'est comme ça qu'avec Jess, on s'est recontacté aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il en est de ta vie actuellement ? Et de copines de fac qui me contactent, d'amis avec lesquels on s'est connus en colo, des choses. Et les filles, c'est beaucoup arrivé ce qui m'arrive là. Et en me disant, mais en fait, je suis dans la même situation. Et avec des mariages somptueux à l'église cathédrale, tout ce que tu veux, des mariages qui ont été assez récents souvent, et qui m'ont dit, moi, à un moment donné, je l'ai fait avant toi, ce pas-là. En tous les cas, il y a un pas de côté à un moment donné. Crise Covid ou pas, je pense que ça a été un catalyseur. Ouais. Mais je suis pas sûre qu'il n'y aurait pas eu, parce que la crise de la quarantaine, c'est pas aujourd'hui qu'on l'entend. Oui, bien sûr. Mais j'ai d'autres copines avec qui j'avais bossé il y a 15 ans, qui me disent, moi, j'ai quitté la région parisienne. Je me suis retrouvée sur... j'ai eu besoin d'aller à Nantes. Alors... parisien de père en fils depuis des générations, et j'ai quitté, moi j'étais à l'océan, moi j'étais qui ont eu des changements de vie, en tous les cas assez radicaux par rapport à leur mode de vie, et beaucoup avec des séparations, mais en tous les cas pas du tout ce qui était les cases qu'on s'était dit plus jeune, quand tu vois les films romantiques ou de princesses. Moi, je crois que j'avais vraiment envie de cette envie-là. Je voulais à tout prix me marier à l'église, avoir la belle robe et être emmenée par mon papa devant l'autel. Donc, j'avais envie et j'avais réussi. Alors, je ne sais pas si à un moment donné, une fois que j'ai coché les cases, j'ai plus de projet et je veux en créer de nouveaux, parce qu'il y a peut-être ça aussi. Il y a un vide aussi. Je pense qu'il y a un petit vide existentiel et où tu te poses la question. Et là, en me posant la question, mince, je sais pas ce que j'ai envie. Ouais. Et dans les questions que tu te poses, c'était ce que tu me demandais. Le je sais pas ce que j'ai envie, il fait flipper. Ouais. Parce que là, tu es en train, effectivement, de casser cette famille, mais tu sais pas ce que tu veux. Alors, tu avais déjà une pression sociale. Moi, ça fait que quelques mois que j'arrive à dire que je suis divorcée. Rien que le statut social, j'étais pas prête. Le nom de famille, est-ce que je reprends le mien, est-ce que je garde celui des enfants, y a plein de choses qui vont autour, ça paraît des détails et en fait c'est existentiel. C'est qu'un nom sur une feuille, mais pourtant oui, ce nom il représentait ma famille. Je suis pas sûre que ce soit qu'un nom pour le coup. Oui, mais je suis partie de cette famille, donc je prends mon nom de jeune fille, déjà nom de jeune fille, tu vois, déjà là c'est un concept, ok, oui, si je veux revenir à qui je suis profondément et authentiquement, c'est ce nom-là. Mais si je prends ce nom-là, c'est plus celui de mes enfants. Et c'est pas rien. Et aujourd'hui, je suis encore dans ce cheminement. J'arrive pas à être au clair là-dessus. Je suis sur un cheminement où je vais mieux, mais où je suis pas encore sûre de ce que je veux. Et c'est compliqué. Parce qu'en fait, t'es parti et donc tu dois être sûre de toi, de ton choix, en fait. Au moment-là, tu décides de faire ça, assume et assure, quoi. Donc, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, t'as 3 enfants, il faut les assumer. Là, t'as fait un choix, donc il faut l'assumer. Exactement. En mettant de côté toute la réflexion qu'il peut y avoir derrière et toute cette incertitude qu'il y a derrière, parce que moi, c'est un truc que je constate un peu. Alors, pour le coup, je le vis. Enfin, je crois pas beaucoup le vivre. Je crois que la plupart du temps, je m'en fous un peu du regard des gens. Même si je suis pas imperméable à ça, évidemment. Mais quand je prends une décision, j'en assume les conséquences. Je pense de par ce que j'ai vécu aussi, ça m'aide. Mais c'est pas parce qu'on prend facilement des décisions qu'on n'en doute pas et qu'on n'a pas de crainte de l'après. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte de ça. Moi, c'est un truc que je constate, tu vois. Mais je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il y a la notion que vous avez dit tout à l'heure de risque. C'est peut-être plus simple de ne pas prendre de risques, mais ça ne te garantit pas plus le bonheur. Et des fois, tu dis, je vais essayer, mais je prends le choix de faire ce risque-là. Mais oui, il y a un risque derrière. Et le risque, ça fait peur. Qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui ? C'est l'inconnu. Et donc là, il y a une part d'inconnu. Et ça ne va pas. On essaye de remplir toutes les cases. De cocher un niveau d'études, de cocher un couple, de cocher... Peu importe le choix, mais faut qu'il y ait le choix qui soit fait. Et donc, quand tu es dans cette incertitude, c'est pas possible, en fait. Tu es dans une zone d'inconfort et
Et en fait, les autres te transmettent encore plus. Ouais. Donc, dépêche-toi là. Maintenant, il faut que tu saches. Tu vas refaire un nouveau couple. J'ai des amis. Ok, vous faites un enfant, vous le faites pas, mais maintenant, puis il y a l'âge. Il y a une pression qui est là. Il y a une pression dans les rencontres que tu fais. Enfin, voilà, tu refais ta vie. Tu te dis, mais ok, mais faut pas que je me plante. Je l'ai déjà fait une fois. C'est bon, c'est fini, quoi. Et comment tu la gères aujourd'hui, cette pression ? Parce que là, on vient de le voir, tu as coché toutes les cases de la vie parfaite. De toute évidence, il y a peut-être d'autres cases, en fait, qu'on ne nous donne pas, dont on parle peut-être pas. Il y a eu ce divorce. J'ai pas envie de parler d'échec parce que pour moi, c'en est pas un, mais voilà. Comment tu gères aujourd'hui la pression, justement, que les gens te mettent ? Là, je reprends ton exemple d'une nouvelle rencontre, la vie pour demain. Tu la gères comme avant ? C'est différent ? T'as un regard différent dessus ? Eh ben, il y a un peu des deux. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que moi, je me sens mieux. Mais je suis toujours pas sûre de ce que je veux. Sauf que j'accepte ça. J'accepte de pas être sûre. Et à la fois, quand il y a des petits coups de pression comme ça de l'entourage, tu te dis ah oui, non, mais là, il faut que je recoche des cases. Là, j'ai rapidement racheté une maison. Je louais, hop, ça c'est fait, j'ai bien repris le prêt, comme tout à chacun. Voilà, il faut être propriétaire, c'est bon, je paye bien mon prêt tous les mois, je prouve ça. Enfin, il y a quand même un entre-deux où tu as cette stabilité, tu sais plus si c'est toi qui en as besoin ou si c'est pour les autres ou si c'est pour qu'on te laisse tranquille. Ouais. Et il y a quand même ça. Par contre, j'entends encore les réflexions, mais je suis capable de dire que ça garantit pas le bonheur, ça garantissait pas le mien. Et la preuve, et me servir de ça. Et de me dire, mais j'avais tout et j'étais pas heureuse. Donc là, je vais tester. Ouais. Je vais tester, tant pis. Je vais tenter le coup. Avec la peur de se planter quand même. Mine de rien, il y a quand même cette notion d'échec qui revient. Et je sais que on en avait parlé tous les deux, cette notion d'échec. Mais je te dirais... tu peux être mal dans tes études, ta première année d'études, tu l'as fait, je sais pas quelle fac, tu fais fac de sport, ça te convient pas. Tu sais que tu changes, t'es pas bien. Mais souvent, le regard des autres et toi et ainsi de suite, tu t'es planté une fois. Celle que tu choisis après, faut pas que tu te plantes. Maintenant, tu dis, je suis à ma 4e première année de fac, t'as forcément un regard hyper pesant, des gens. Là, c'est un peu pareil. Ouais. T'as le droit une fois de planter sur un mariage. Mais pas deux. Mais pas deux. On en avait parlé, on va reparler un petit peu, mais moi, j'ai mis du temps parce que je suis pas encore guéri, mais tu parlais tout à l'heure de ta fille qui a toujours envie de faire des choses excellentes. J'ai clairement été là-dedans. 2 ans et demi de psy m'ont aidé à dépasser globalement cette envie. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que j'ai enfin lancé un podcast, tu vois, en me disant j'essaie de faire le mieux possible. Évidemment, je vise l'excellence, mais tout en étant conscient que je l'atteindrai peut-être jamais. Mais au moins, j'y vais. Et puis après, on améliore, voilà. Mais tu vois, cette notion d'échec me saoule profondément. Moi, je l'ai vu, j'ai un peu managé dans ma carrière pro. Et surtout, j'ai été entraîneur de basket. Et j'ai essayé de crier le moins possible sur mes joueurs quand ils rataient une passe. Parce que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils pensaient qu'à ce moment-là, c'était une bonne passe. Et après, elle était bonne ou pas. En tout cas, elle est arrivée là où il fallait ou pas. Mais ça aurait pu être l'action du match, en fait, si elle n'était pas interceptée. Elle a été interceptée. On revient en défense. Gère, en fait, la conséquence de ce qui s'est passé. Mais c'est pas pour ça que c'est un échec. Et puis, je préfère que tu fasses la passe plutôt que tu gardes le ballon dans les mains sans rien faire. Et ça, on a du mal à le faire. Et tu vois, on parle du divorce, on met le mot échec derrière. T'es entrepreneur, je suis entrepreneur, je sais pas ce que ça va donner demain, ce que vont donner nos sociétés. Je suis assez sûr que si demain mon aventure entrepreneuriale s'arrête, on me dira que c'est un échec. Sauf que moi je l'aurais fait en fait, comparé à tous ceux qui se diront ah mais si je le faisais un jour, machin. J'aimerais bien qu'on arrive à dépasser cette notion d'échec et juste de féliciter les gens d'avoir essayé
Et puis, de valoriser l'expérience, en fait. Ouais. Ça reste une expérience. Toutes ces expériences-là, c'est des expériences de vie et on apprend. Je pense que ça, c'est hyper important d'aller là-dedans. Mais effectivement, l'expérience de vie fait qu'on a eu ces retours négatifs et c'est pour ça qu'on le vit aussi comme un échec. C'est là que je te rejoins. Je cite toujours, quand j'enseigne, parce que j'enseigne aussi en fac, et je prends toujours le cas sur les risques psychosociaux d'une personne qui fait une erreur au boulot et ton manager te dit « Waouh, Christelle, c'est génial, alors celle-ci, on pensait pas qu'on pouvait la faire, quoi. On l'avait mis dans aucun classeur de risque. Là, tu as réussi la boulette du siècle, mais génial, comme ça, on va l'anticiper pour la suite et qui valorise hyper le truc, quoi. » Et ok. Et je fais la même boulette dans une autre entreprise et mon chef m'appelle et me dit « Non, Christelle, là, c'est pas possible. Une fois, pas deux. La prochaine fois, t'es virée. » La deuxième fois que j'ai la même expérience, pourtant, je suis bien moi. C'est la même erreur. Faite exactement de la même façon. Je la vis pas du tout pareil. Et là, où ça fait exactement sens avec ce que tu viens de dire, si on voit plus ça comme un échec, mais en disant vous avez vécu, vous avez essayé et vous allez ajuster parce que vous êtes transformé là-dedans. Et c'est cet ajustement qui fait qui vous êtes aujourd'hui. Et vous le ferez de toute façon plus exactement de la même façon. Et ça n'a plus rien à voir. Moi, je préférais aujourd'hui qu'on me dise mais vas-y, mais tente et profite. Et voilà, qu'effectivement, tu as arrêté ta vie de couple à un moment donné et on en retire des belles choses. Ouais. Et déjà, moi, j'en retire 3 beaux enfants. Ouais. Mais il y a plein d'autres choses qui restent. Et oui, il y a des choses qui sont cassées, et c'est le principe du podcast aussi. Mais, et on va être différents. Mais dans cette différence, cette expérience de vie-là, elle va nous aider dans les ressentis et ainsi de suite. Et ça, franchement, si on parlait de bonheur et de réussite, moi, si j'arrivais à transmettre ça à mes enfants, ce serait génial. Et je vois bien ce que je disais, ma fille est capable de le verbaliser, mais au quotidien, elle vise encore cette excellence. Ouais. Et à la fois, on ne peut pas prendre tout ça en tant que parent. Mais c'est de lui dire, mais vas-y, si tu veux ça, profite à fond, donne-toi les moyens. Ouais. Et tu parlais d'entraînement sportif et de terrain. Alors moi, je crée un peu plus, mais c'est mes coéquipiers, donc j'ai plus le droit en tant qu'entraîneur là-dessus. Mais je vais être capable de crier sur quelqu'un qui ne va pas se donner à fond, mais pas sur le fait que la balle tombe. Je te rejoins. Je suis d'accord avec ça. Et en fait, c'est vileux. T'es là, okay. Voilà, viens, on y va ensemble. Et c'est là, nous, on est tous les deux sur des sports collectifs. Et on fait équipe et on y va et on vit ça ensemble, on le vit à fond. Et on profite à fond de l'instant. Et si on se plante à fond, mais au moins on l'aura fait, quoi. Ouais, on y aura été. Et c'est ça, en fait, se dire ok, je pouvais signer une vie tranquille et j'avais tous les éléments là. Non, ça se passe pas exactement comme ça. Mais par contre, et cette ancienne vie et surtout cette nouvelle vie ou cette transition-là, j'aimerais pouvoir me dire vas-y à fond. Vas-y à fond, ose la vivre. Okay. C'est quoi aujourd'hui le regard que tu portes ? Alors c'est encore assez récent, mais sur toute cette période là qu'on vient d'évoquer. Tu le disais au début sur le regard des autres, ça avait un impact énorme sur moi, ce regard des autres. Et aujourd'hui, je me dis, oui, je rentrais dans des cases et j'étais pas heureuse. Et effectivement, c'était pas les cases du bonheur. Il y en a peut-être d'autres, mais je m'écoute plus. J'écoute plus mes ressentis. J'écoute le fait de me dire, aujourd'hui, ça va pas bien. Avant, c'était impossible. On parlait d'échecs. Une journée en jogging, c'était impossible pour moi. Une journée sans sortir, où on se dit, on va se larver devant la télé. C'est une journée de perdu si elle n'était pas remplie. Et là, c'est des fois de me dire, mais maintenant, je suis fatiguée, je vais me coucher. Ouais, il est 10h du mat. Mais je sais que je ne vais pas y rester dans cet état. Mais là, j'en peux plus. C'est dire, d'accepter de pleurer, d'accepter de dire, je suis triste. Alors, ça change. Ceux qui m'ont vu qu'avec ce masque de sourire, même eux sont surpris. J'ai déjà échangé.
avec un copain qui était en phase dépressive et on échange sur notre traitement au moment-là, antidépresseur. Tu vois, rien que ça, tu vois, j'en souris en le disant, mais ça paraît déjà une honte d'être sous antidépresseur ou sous une mode, tu vois, selon les principes, au lieu de juste se dire, c'est un état, voilà, c'est comme ça, quoi. Et son frère arrive, il me dit, vous parlez de quoi? Et je dis, on parle de ça parce qu'on a la même chose. Et il me dit, non, toi, c'est pas possible. Non, mais pas toi. Pas toi. Le fameux. Et voilà, et le fameux pas toi. Et aujourd'hui, de se dire, aujourd'hui, je suis pas en forme. Pas aujourd'hui. Et puis de l'accepter, que ce soit OK. Et ce soit aussi d'accord, on reparle des enfants dans notre transmission, de dire, non, aujourd'hui, maman, elle est fatiguée. Alors, des fois, c'est peut-être un peu trop, mais c'est comme ça. Moi, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Alors, c'est pas toujours facile, et puis heureusement qu'on n'est pas que là-dedans. Mais, et puis, on peut tourner aussi. Non, ce jeu-là, non, là, on va peut-être pas aller se faire un petit jeu de société, peut-être. Dans cet état, on va peut-être changer. Et en fait, il l'accepte, et je crois que l'entourage l'accepte plus. Alors, l'accepte plus, et d'être capable aussi, quand on a des réflexions, de pouvoir le dire. Non, là, je suis pas d'accord. Et en ce moment, je me sens plus authentique. S'il y a vraiment quelque chose qui change, j'ai d'ailleurs même une aversion pour tout ce qui est faux semblant, où on est obligé à un moment donné de faire semblant. C'est sûr que quand j'anime une formation le matin, j'y vais pas effectivement en jog et en faisant la tête, la journée là. Mais je suis capable en début de journée de dire j'espère que vous allez me donner un peu d'énergie parce que j'en ai pas trop. Voilà, rien que ces petites phrases-là. Ou pas répondre forcément ça va ou ça va de politesse. Alors ça trouble. La première fois qu'on te le fait, ça va. Non, ça va pas aujourd'hui, j'ai pleuré toute la nuit. Ah, d'accord. Bon, bonne journée. Dans l'ascenseur. C'est pas évident, parce qu'en fait, quand on pose la question ça va, on n'attend pas de réponse. On veut surtout pas rentrer dans l'histoire de la personne. C'est juste automatique. Voilà. Et de se dire, non, mais c'est d'accord, en fait, t'es pas obligé de m'écouter. Mais je te mens pas, juste. Et ça, voilà, tous ces mensonges, ces semblants, je dis pas, et ça me heurte autour de moi. Par contre, ça, c'est plus violent pour moi. Ok. Ça, dans cette phase de transition. Par contre, moi, je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise de dire, je dis les choses. Et effectivement, quand on me fait des réflexions, tu devrais pas... je suis capable de dire, non, puis je trouve ça méchant, ta phrase. Je trouve pas ça sympa de me dire ça. Et en fait, de renvoyer, de pas l'accepter, ce négatif, en fait. De le renvoyer. Pas toujours, j'en pleure encore. Mais j'accepte de pleurer. Pendant, je crois qu'il y a encore un an, les 6 premiers mois justement de cette dépression, je pleurais pas. Et je crois qu'à un moment donné, voilà, j'ai ouvert les vannes et j'ai accepté de pas être... on en parlait de tout à l'heure, Wonder Woman avec sa cape, quoi. J'ai accepté de me dire je pose la cape, quoi. Ok. Comment tu vois l'avenir du coup? Alors à la fois plus sereinement parce que je pense que je suis plus en phase avec moi-même. Je trouve ça moins égoïste de s'écouter. Quelque chose que je pouvais reprocher aux autres. J'attendais qu'on me donne la même importance ou la même valeur ou qu'on fasse les mêmes choses que ce que je donnais. Et j'accepte qu'effectivement, on soit tous différents et que moi, j'accepte d'être comme je suis, avec encore des faiblesses là-dessus, mais peut-être des actions que je fais, les faire pour moi, avec de la vraie valeur par rapport à mes propres valeurs. Et ce que que je sois en phase avec ça, dans ce que je fais, que je sois d'accord et peu importe le regard des autres. Et j'accepte d'être justement en transition et en incertitude. Et ça, j'étais ultra organisée. Je pense que je pouvais avoir mes vacances 3 ans à l'avance avec tout comment... je sais que ma collègue le ressent beaucoup dans le travail parce on est ultra complémentaires. Et donc, moi, j'avais mes vacances 3 ans à l'avance et elle, la nuit des vacances, il réservait, il regardait ce qu'il y avait. Donc, on en rigole parce que aujourd'hui, voilà, il y a des réunions où on sait que ça va aller et on y croit et on se pose pas la question et ça a été fait quelques minutes avant. C'est un état... un petit peu de lâcher prise qui fait du bien et je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer et de transmettre. Vraiment, je suis là-dedans. Je suis dans cette envie-là pour l'avenir sans savoir lequel il sera. Bon, super.
Merci beaucoup pour ton partage, Christelle. Merci de ton invitation. Je suis vraiment très content parce que moi, je me rends bien compte, je suis un tout petit peu plus jeune que toi, mais plus ça va, plus cette norme sociale, j'ai envie de la rejeter. Il faut cocher toutes les cases. Je pense que le fait d'être enfant de parents divorcés, déjà de dire il faut être marié, la belle maison, c'est de fait quelque chose que moi je connais pas, donc je me suis toujours questionné sur oui, mais à quoi bon. Et du coup je suis content qu'on ait fait cet épisode parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des cases qui existent encore et c'est pas gage de réussite, de bonheur ou du mot qu'on veut mettre derrière. Donc merci beaucoup pour ton partage de ton histoire en tout cas. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire Kintsugi en entier. Si la discussion vous a plu, inscrivez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, partagez-la à 3 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles avec un commentaire pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait partager son histoire, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram du podcast, histoire_kintsugi, ou par mail à l'adresse thibaut@histoire-kintsugi.fr. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire.